Bonjour à tous et bienvenue sur Network Foot TV dans un nouveau numéro de Inside Foot. Accompagné de vos consultants autour de la table, on aura Achille, on aura aussi Simon Balachef, sans oublier Juan Trocé Dorado, mais un invité exceptionnel pour nous accompagner durant ce numéro exceptionnel d'Inside Foot, Franck Passy. Comment ça va, Franck? Très bien, Miguel. Très Et bien. vraiment très honoré de vous avoir avec nous dans cette émission qui est Inside Foot. Merci. Justement, on le rappelle, pour tous les téléspectatrices et les téléspectateurs de Network Foot TV, Franck Passy, milieu des terrains, passé par nombre de clubs en France ou même à l'étranger, mais aussi entraîneur de l'Olympique de Marseille, de Compostelle, sans oublier Lille et aussi Monaco. On va s'attarder avec vous dans un premier temps, à travers cette émission, sur le cas de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, aujourd'hui, cette saison, aimerait caracoler juste derrière le grand Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel, mais il y a du travail à faire, comme le disait Villas-Boas, le technicien portugais. Selon vous, Marseille peut-il faire une énorme saison? Je pense que Marseille va faire une bonne saison. Ensuite, dire qu'ils vont être derrière Paris Saint-Germain, déjà, il doit y avoir 400 ou 500 millions d'écart en termes de budget. Donc, c'est déjà difficile, plus le fait que Florian Thauvin soit blessé pour un bout de temps. Je ne pense pas que Marseille va pouvoir aller titiller Paris. Mais en même temps, bon, le sport fait vivre. Ouais. Achille, Simon, réaction. Oui, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est en tant que vous qui êtes Marseillais, entre guillemets, qu'est-ce qui manquerait à l'OM, hormis les moyens, pour pouvoir monter d'un palier? Non, mais de toute façon, aujourd'hui, le foot de très haut niveau, ce sont des moyens. Je crois que dans les 2 dernières saisons, malheureusement, Marseille n'a pas été en Champions League. Et chaque fois que Marseille n'est pas en Champions League, elle crée un delta encore supérieur. C'est-à-dire que les 40 millions qu'on ne prend pas et que les autres prennent, ça crée un delta énorme entre les clubs. Et aujourd'hui, on voit que Lyon a pu investir 70 millions, je crois 68 millions d'euros sur le marché des transferts cet été. Et Marseille n'a investi quasi rien. Ouais. C'est la question qu'on se pose. Parce que quand M. McCourt arrive en annonçant le fameux Champions Project, avec pour objectif même pas seulement jouer la Ligue des Champions, mais éventuellement la gagner d'ici 5 ans, ça va déjà faire 3 ans, vous parlez d'investissement. Justement, où sont-ils ces investissements? Parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on ne peut pas ambitionner de jouer dans la catégorie des très grands si on n'y met pas les moyens. Ouais. Et en effet, les moyens, on ne les a toujours pas vus. Oui, mais il me semble que M. McCourt ne peut pas être seulement qu'un porte-monnaie. C'est-à-dire qu'on a pris souvent Robert et Margarita Louis-Dreyfus pour des porte-monnaies à Marseille. Mais en même temps, il faut aussi travailler derrière comme il faut, pour ne pas faire les erreurs qui ont été faites sur les 2 dernières saisons en termes de recrutement. Je veux dire, voilà, la plus belle hérésie, ça a été de laisser partir Gomis pour prendre Mitroglou. Je ne dis pas que Mitroglou est un mauvais joueur, loin de là. Ça a été une erreur quand même. C'était une erreur parce qu'il n'était pas adapté au jeu ni français, ni au jeu de l'Olympique de Marseille. Donc, à l'arrivée, les buts n'étant pas là, l'équipe ne s'est pas retrouvée là où elle devait se retrouver en Champions League, qui lui permet une certaine pérennité au top niveau, quoi. Ouais. Du coup, il y aurait une sorte de juste comme évidemment, il ne faut pas les prendre pour des porte-monnaies, mais alors du coup, la politique du club serait plus de se voir comme un Borussia, un Atlético, une équipe qui arrive à faire avec des moyens un petit peu moindres. Encore l'Atlético, ils sont un groupe chinois qui les soutient, qui est assez costaud quand même, mais en travaillant sur la formation ou un très bon recrutement au nez très creux. En fait, si je veux vous expliquer les choses, sous l'ère Pape Diouf, il n'y avait pas plus d'argent. Mais par contre, dans la mesure au niveau du recrutement, ça recrutait bien. J'étais dans le recrutement et on travaillait bien. Et on avait une direction qui avait la tête sur les épaules. On est arrivé à construire une équipe, d'accord, dans laquelle on savait qu'en rajoutant 1 ou 2 éléments, on pouvait être champion. Et lorsque Pape Diouf s'en va et lorsque Eric Guéret s'en vont, je veux dire, à ce moment-là, la direction pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose vis-à-vis du public marseillais. Et il réinjecte l'argent qui avait été remonté, c'est-à-dire 41 millions d'euros, d'accord, qu'on avait remonté à la direction, et plus ce qu'ils ont rajouté, et ils forment l'équipe de Didier Deschamps qui devient championne. Donc quelque part,
c'est aussi l'argent, le foot, aujourd'hui. Et quelque part, lorsque moi je suis évincé, j'étais arrivé quand même à ramener des bons joueurs avec zéro, avec 2 millions. Thauvin, Gomis, faites Ouais, revenir Thauvin, Thauvin. Gomis, vainqueur, Sakai. Oui, c'est Sakai. Sakai, Voilà, c'est vrai. me remettre dans le coup des Zambo Anguissa, des Pelé, Ouais. voilà, tout ça. Alors, réaction Achille, ouais. Une Et dernière après, petite question. Est-ce que l'avenir de l'OM, ce serait peut-être pas de refaire revenir Pape Diouf et vous? Parce que vis-à-vis du travail que vous avez En tout pu cas, ces faire, deux messieurs connaissent bien voilà, le club phocéen, ça c'est sûr. vous connaissez la maison. Ouais. On a pu voir que, chose exceptionnelle, Maxime Lopez, un jeune du centre de formation, il y en a très peu qui ont eu la possibilité, cette chance-là, de pouvoir s'exprimer. Vous êtes le seul, en fait, depuis un certain nombre de temps, à donner le cadre et la possibilité aux jeunes de pouvoir s'imposer. En fait, les jeunes, c'est tout simple. Dans des clubs comme Marseille, comme Paris, c'est compliqué, voire là. comme Lyon, c'est assez compliqué. Marseille un petit peu plus, parce que on a eu un cas d'un gamin qui est rentré en pro. Alors là, il me revient plus le nom, mais bon, ça va me revenir. Il avait fait un super match. Ensuite, il n'a pas joué c'était sous l'ère de Deschamps, il n'a pas joué de 2 mois. Donc après on le remet, le gamin il fonctionne moins bien et le public marseillais se met contre lui. C'est Boccali, voilà. Boccali, Boccali Boccali à l'époque. Montpellier, Voilà. qui Ouais. est parti Qui est au Brésil, champion de France avec Et donc on Montpellier. se rend compte qu'à Noël on le vend pour 700 000 euros et un an plus tard il est champion de France avec Marseille. Il vaut plus 700 000 euros. Donc quelque part, faire entrer un jeune comme ça, Ouais. c'est très compliqué. Fort de ça, il arrive le cas Max Lopez. C'est un ami à la famille aussi, c'est quelqu'un que vous connaissez bien aussi. Je le connais très bien puisqu'il joue avec mon fils Brian. C'est ça. Et donc son père, un an avant, sous l'ère de Marcelo Bielsa, me dit bon, ça se passe mal, il faut prêter le petit. Et moi je me dis, je leur dis, à lui et son père, plutôt que de prêter, calmez-vous, il faut qu'on le fasse grandir chez nous, parce que c'est un joueur qui a besoin de jouer avec le ballon. Suivant où on prête ce joueur-là, s'il doit aller au combat tous les week-ends, sûr. pas l'intérêt. ça peut pas le faire progresser. Et finalement, lorsque je prends l'équipe, je commence à le mettre petit à petit en me disant, si je le balance tout de suite et qu'il lui arrive la même chose que Boccali, non, on va essayer de faire différemment. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps, mais derrière il a éclos. Il y a toujours eu ces problèmes, si je peux me permettre, avec aussi le cas Flamini, le cas Nasri. Ahmed Yaoui à l'époque, c'était un autre problème parce près, qu'il y avait des joueurs de très très haut niveau et c'était difficile de les intégrer. Et malheureusement, le club n'a pas blindé ses joueurs. Je parle en termes de contrat. Bien sûr. On l'avait fait aussi au niveau de Max, puisque Max Lopez, lorsqu'il joue la Youth League, il n'a pas de contrat stagiaire. Et à la fin, on a été obligé de faire un beau contrat à Max. Juan Trocé Dorado, Moi, j'aimerais réaction avec revenir un Monsieur tout Passy. petit peu en arrière parce qu'on parle de Villas-Boas, ce nouveau projet. Mais pourquoi Marseille n'a pas été capable de profiter de l'engouement du public marseillais quand ils sont arrivés en finale de l'Europa League, quand on ne les attendait pas? Pourquoi l'année dernière, Marseille s'est planté? Pas su Et surfer sur la vague. quel est le rôle de Zubizarreta? Parce que il y en a beaucoup qui se l'opposent, vraiment. Le rôle, je connais pas. Je suis plus dans le club, donc je vais pas parler de ce que je ne sais pas. Par contre, la seule chose que je sais, c'était qu'il valait mieux être en Champions League que d'aller en finale de l'Europa League. D'accord, donc ça, après, c'est une gestion interne, c'est le président, c'est l'entraîneur, mais le fait que Marseille ne soit pas en Champions League, il n'y avait pas ces 40 millions de la Champions League pour pouvoir dépenser en transfert, donc chaque fois, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Réaction avec Achille. Ouais, mais c'est toujours le même point, on parle beaucoup de manne financière ou autre, mais demain, on vous appelle. Vous revenez à Marseille? Ah oui, je peux revenir à Marseille, j'ai pas de problème. Mais la personne vraiment qu'il faudrait rappeler, c'est Pape Diouf, bien sûr, parce que Pape Diouf, il connaît le foot, il connaît les joueurs, il connaît la situation, il a déjà pratiqué. C'est ça. Donc quelque part, il est vrai que ça donnerait un coup de main au club. Oui. C'est vrai. Je pense avec vous aussi. Ouais, pourquoi pas. Peut-être aussi, mais bon. En tout cas, aujourd'hui, en prenant des Villas-Boas, on ne peut pas penser à Franck Passy comme entraîneur. C'est pas possible. Bien sûr. On va s'attarder justement sur, on a parlé de l'Olympique de Marseille, Monsieur Passy, on va s'attarder sur cette équipe de France. Elle fait tant rêver, mais pourtant, des fois, elle est tant décriée dans le système de jeu que Didier Deschamps met en place. Vous en pensez quoi, vraiment? Je pense que c'est le mal français. Ouais. Je
Je pense que le mal français, c'est qu'on n'aime pas les vainqueurs partout ailleurs. Lorsqu'on a des champions du monde, on les adule. Pas faux, ouais. Alors que nous, en France, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais alors c'est sûr qu'on aurait tous aimé, moi le premier, voir une équipe de France flamboyante gagner ce mondial. C'était une option différente prise par rapport à la forme des joueurs, parce qu'au départ, il doit jouer Sidibé, il doit jouer Mendy, sauf qu'il y en a un qui a été blessé 2 mois, l'autre qui a été blessé 6 mois. Donc Didier Deschamps prend une autre option, il est champion du monde. Et il me semble que dans les matchs que j'ai vus, certains matchs que j'ai vus, aujourd'hui, ils essaient quand même de jouer un petit peu plus au football, Ouais. hein, un football qui ressemblerait plus au football espagnol que ce qu'on faisait avant. Exactement. Maintenant, il faut prendre le temps. Puis en plus, on les critique beaucoup, mais le dernier match, ça va être contre la Moldavie qui a fait 0 point. J'imagine que la France va se qualifier pour l'Euro. Ouais. Et l'idéal, c'est juste que la France se qualifie pour l'Euro, et après, dans la compétition On verra. qui viendra, on verra ce qui se passera. Mais bon, j'imagine qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils vont quand même peut-être gagner aussi. À la suite des propos de M. Passy. Simon, Tout le les monde équipes de attend la France. chute de Didier Deschamps. Ouais. On sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est terrible. Bah, Pas faux. parce qu'un esprit de charogne, parce qu'on attend de voir la bête mourir. Non, non, c'est souvent la même chose. Beaucoup de gens voulaient la peau du pragmatique Didier Deschamps avant pour cette accusation de lèse-ballon, de ne pas assez bien jouer au ballon. Et désormais, tous ces gens-là sont assez embêtés parce qu'en effet, il est champion du monde. Et le fait est que les résultats sont là. Un quart de finale de Coupe du Monde, une finale d'Euro, perdue en plus dans des conditions assez particulières, et une victoire en Coupe du Monde. Ça se pose là. Ça se pose là. Après, on peut discuter du système de jeu, de la manière, spectaculaire ou non, de jouer. Moi, personnellement, en plus, avant la Coupe du Monde, il y a des matchs qui m'ont fait, que j'ai trouvé sympathiques à regarder. Le match contre l'Argentine est somme toute très emballé. D'un point de vue plus physique, plus intense, donc c'est un autre football, c'est pas forcément que du football spectacle. France-Uruguay, je trouve, est assez exemplaire en termes de jeu, pas forcément sur du jeu, en effet, pas de toqué, il y a pas de toqué, il y a pas de voilà, mais pour qui a un peu joué au foot, voir ces dispositions tactiques s'affronter entre la France de Deschamps et l'Uruguay del Profe Tavares. Franchement, moi j'ai trouvé ça très impressionnant. Le football, c'est pas toujours que le spectacle, il y a aussi le sport et ça peut être très appréciable de se pencher là-dessus. Maintenant, voilà, tout le monde attend que Deschamps tombe pour pouvoir dire, vous avez vu? Et ça fait sourire Est-ce notre invité, M. que la Passy. France, Oui, Juan José. et Didier Deschamps notamment, est un peu trop conservateur? Parce que vous avez parlé effectivement de la finale de la Coupe d'Europe des Nations, perdue face au Portugal, Ouais. d'accord? C'était 2016, donc en 2020, c'est la Coupe d'Europe, il y a le Mondial, c'est en 2022, il va falloir quand même renouveler cette équipe de France, Ouais. et on ne voit pas vraiment venir des joueurs qui peuvent renouveler cette équipe de France. Parce que Alors on pense sur deux. Ça va être très, il faut aller plus loin. difficile de renouveler parce que aujourd'hui, il y a quand même des joueurs qui sont au top en équipe de France, qui sont au top dans leur club, ils sont Et qui champions du sont monde. jeunes. Donc quelque part, j'ai pas vu la Roja changer, Iniesta, Xavi, Fabregas, lorsque l'équipe était au top niveau. Non, il faudra ceux qui arrivent, il va falloir qu'ils attendent ou qu'ils poussent ceux qui sont à l'intérieur. Mais pour l'instant, il va falloir qu'ils attendent parce que les joueurs qui sont là, ils sont quand même à un niveau très élevé. Justement, je crois qu'il y a beaucoup d'aficionados, ces supporters de cette équipe de France, M. Passy, qui se disent parfois qu'il y a des joueurs qui sont peut-être oubliés par Didier Deschamps. Du style. Ouais, du style. Bon, je veux pas revenir sur le cas Benzema, non loin, mais par exemple Lacazette. Lacazette, des joueurs comme ça. Mais peut-être que le cas Benzema serait le plus éloquent. Ouais. Aujourd'hui, On peut en parler aussi. Il est au Real Madrid depuis Bien sûr. 9 ans. Et Magnifique joueur. voilà, bon, mais après, il y a eu un problème entre eux. Ouais. Je pense que Didier Deschamps l'a démontré déjà sur le groupe qu'il a fait pour le mondial. Il est très axé sur des valeurs qui font que le groupe fonctionne bien. Ouais. Et peut-être qu'il pense que s'il amène tel ou tel joueur, ça passera pas de la même manière. Vous avez été justement joueur, avant de revenir à la Chine, vous avez été joueur au plus haut niveau et aussi entraîneur à travers de magnifiques clubs. Quand vous allez au combat avec vos éléments, vos gars, quoi, est-ce que vous vous entourez de personnes, même à fort caractère? Parce que des fois, ça peut flancher et aussi apporter un apport tant que son fort dans le match. caractère sert pour le groupe, il n'y a aucun problème. Ouais. Achille, on poursuit.
Moi, je me pose la question parce que vous êtes confronté aussi à Didier Deschamps quand vous étiez en poste, parce que vous, Je travaille pour lui. Voilà, vous travaillez Ouais. pour lui, vous lui envoyez des joueurs et ainsi de suite, donc vous avez des échanges assez réguliers. Dans sa manière de faire, donc assez conservationniste, et il n'ouvre pas forcément les portes comme d'autres auraient pu le faire, comme Laurent Blanc a utilisé un grand nombre de joueurs durant sa période en tant que sélectionneur. Vous, dans votre quotidien en tant que club, est-ce que vous vous rapprochez du style Deschamps, c'est-à-dire je constitue mon groupe, c'est mon groupe, et éventuellement j'apporte une petite modification, ou alors j'ai un groupe élargi, une vision assez élargie, et en fonction de ce qui se passe, des besoins et autres, des performances des uns et des autres, j'utilise le groupe pleinement, quoi. Je dirais que tout ça dépend déjà du club où vous êtes, Hmm. du nombre de matchs que vous avez à jouer et de la qualité de ce qu'il y a en dessous des 22 joueurs élus au départ pour le groupe. Parce qu'il y a 22 joueurs, hein, on démarre 22, 25, suivant les clubs, suivant les compétitions. En Angleterre, des fois, ils sont 40. Ouais, ils sont 40, ouais. Voilà. Et à partir de là, il y a des blessés, il y a des suspendus. Voilà, à partir de là, on regarde. Mais on doit quand même avoir un œil sur tout ce qui se passe en dessous. Alors, c'est vrai qu'à Marseille, j'avais la chance d'être passé par là, donc je connaissais tout le monde, hein, du recrutement à la formation jusqu'au pro, connaissant tout le monde. J'avais mes relations directes qui me permettaient d'avoir un œil sur toute la formation, surtout que lorsque je travaillais avec Marcelo Bielsa, tous les lundis, il fallait que je fasse un rapport sur les U17, sur les U19, sur la réserve, savoir comment ils avaient joué, comment ils n'avaient pas joué. Donc, quelque part, je connaissais un petit peu toutes les générations. Mais si on ne connaît pas toutes les générations, il faut avoir un référent qui nous permette d'avoir un œil sur ces joueurs-là. Mais après, suivant la taille du club, lorsque vous êtes à Marseille, tous les matchs, hein, tu es Marseillais, tous les matchs comptent, d'accord. Même un match nul contre Toulouse en début de saison, le premier match qu'on fait où on a 3 occasions, Toulouse ils ont une occasion, on doit marquer, on marque pas. Mais après c'est une épée qu'on a dans le dos, hein, elle est même pas au-dessus, on l'a dans le dos et tous les jours on essaie de se la quitter. Donc voilà, il faut regarder tous ces paramètres-là. Si on veut reparler de l'équipe de France, pour l'instant, tout fonctionne. Voilà. Ouais. Pour l'instant, D'une certaine manière. Rapide, Simon. C'est vrai, vous avez fréquenté Didier Deschamps et Marcelo Bielsa, qui pour le coup, en termes de philosophie du football, sont vraiment différents. Magnifique, quoi. C'est le grand pragmatique face là, pour le coup, l'en avant Guingamp. C'est vraiment le choc des philosophies est vraiment. Ce sont des opposés. Complètement. Vraiment dans la méthode au jour le jour, ça se vit complètement différemment. Au jour le jour, déjà, la méthode Marcelo, c'est une méthode très particulière. Je dirais peut-être même pas adaptée à des joueurs professionnels en France. Ah oui? Oui, parce que ce sont des exercices qu'on fait tous les jours. Donc, quelque part, je veux dire, en France, on essaie de faire plutôt des méthodes jouées pour que le joueur vienne à l'entraînement et s'amuse en même temps. Avec Marcelo, au bout de 12 mois, les joueurs ne s'amusent plus beaucoup. D'accord. Par contre, c'est vrai que c'est un football énormément axé sur l'offensive, sur le nombre de joueurs qu'on amène dans la surface adverse, voilà, avec un peu moins d'équilibre défensif, alors que Didier Deschamps, c'est avant tout l'équilibre défensif. Hein, je veux dire, à Marseille, c'est un peu pareil. Lorsqu'il a eu l'équipe, ça a été exactement la même chose. Mais en même temps, je veux dire, chacun a son style. Je veux dire, moi, Marcelo me disait, vous savez, moi, j'ai pas gagné grand-chose. Alors, il y en a qui, avec un football moindre que le mien, ils arrivent à gagner des titres. Moi, j'ai pas gagné, mais par contre, moi, j'aime ce football-là. Et c'est vrai que c'est un football plaisant. Les Marseillais ne s'en relèvent toujours pas de ce qu'ils ont vu pendant 6-7 mois. Ça, c'est incroyable. Voilà, vraiment. C'est assez incroyable. Alors, on va terminer avec justement Juan José Dorado. Juste une question sur l'équipe de France avant de profiter justement de cette expérience que vous avez eue avec Marcelo Bielsa et notamment le foot espagnol, puisque vous êtes passé aussi par l'Espagne, il faut le rappeler, vous avez passé 4 années magnifiques en Espagne. Mais sur l'équipe de France, dernière question, le point faible de l'équipe de France aujourd'hui, c'est peut-être le gardien. Où est le point faible de cette équipe de France? Non, pour moi, il n'y a pas de il y a juste Hugo Lloris.
Ouais. Hugo Mais Lloris, le derrière, point faible, Lloris, ouais. non, mais derrière Hugo Lloris, qui? bah, il y a Mandanda. Mandanda, Le côté droit. ça a été. C'est ça, non? Non, mais de façon générale. Je me Ouais. souviens, il y a une dizaine d'années, hein, Mandanda était en avance sur Lloris. C'est ça. Ouais. D'accord. Après Mandanda Exactement. s'est retrouvé. Une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années. C'est vrai que le foot, c'est Oui. tous les jours, c'est pas. Ouais, ça va vite. Mais je pense que même si Steve, je veux dire, a eu des fois des soucis dans sa carrière, ça reste un énorme gardien de but. Je vous dis énorme, hein, je l'ai côtoyé tous les jours. C'est un joueur qui peut facilement prendre la place de Hugo Lloris, même si aujourd'hui il a un petit peu moins d'expérience parce qu'il n'a pas la carrière de Hugo Lloris. Mais par contre, si Hugo Lloris n'est pas là, il y a Steve Mandanda. Et Steve Mandanda ne sera pas un trou en équipe de France. Ah, ça. Ouais. Là, je confirme. Voilà. Et là- C'est mon Ouais, opinion. on termine avec juste toi. une, juste Oui, une. bien sûr, on termine. Alors oui, en effet, moi, je suis assez d'accord pour Mandanda et Lloris. Néanmoins, les deux joueurs ont passé 33, 35 ans. Même si c'est vrai que les gardiens vont très loin maintenant avec les nouvelles les préparations physiques d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est la même génération. Il faudra bien passer à une autre après. Qui arrive Qui derrière. arrive derrière? Derrière, il y a Maignan, Areola. Mike Maignan, Lecomte. que Vous les j'ai- sentez que j'ai eu à au niveau Lille. de ces deux. Ah, mais ils ne peuvent pas être au niveau. Ils n'ont pas l'expérience de match joué de très haut niveau comme Steve et Mais à Hugo terme, vous Lloris. les voyez. Mais à terme, ils ouais. peuvent, oui, pourraient à le terme, faire. Il y a Alban Mike Lafont. Maignan est extraordinaire. Mais il y a Alban Lafont aussi. Alban Lafont. Qui Sur est le revenu, marché, Bon, oui, c'est oui, carrément mais c'est pas pas, mal. pour moi, c'est pas du même niveau. Ouais. D'accord. Ah ouais Areola, je connais sans connaître. C'est un garçon qui a quand même assumé, je dirais, psychologiquement des matchs de très haut niveau à Paris, très Ouais. jeune. Donc déjà, fort. ça lui donne quand même Certains un crédits. certain Pas crédit. fort, Mike Maignan, c'est un pur talent. C'est un pur talent. Il faut qu'il fasse des matchs, qu'il prenne cette expérience. Mais sincèrement, j'étais bluffé parce que lorsque je suis arrivé à Lille, ce qui me donnait à l'entraînement ne me convenait pas. Et puis du moment qu'il s'était blessé le gardien et qu'il est arrivé Mike qui a joué, ça a été C'est incroyable, un quoi. énorme gardien. Justement. Il y a aussi le petit Samba. Ouais. Ah, Brice Oui, Samba. Samba, Samba ouais. qu'on a eu à Marseille. maintenant. Il est Ouais. parti Ah, à ouais, exactement. Nord-Ouest. Rennes. Non, Il est Brice à Samba. Nottingham Nous, Forest. Nottingham Forest, Nottingham voilà, Forest, avec avec, Sabri Lamouchi. Qui c'est qu'à Ouais, Rennes? Sabrina Mouchi. C'est Le un Lyonnais. autre à Rennes, il y avait Koubek. Mince. Et après, Là, aujourd'hui, j'ai c'est oublié. Mendy. C'est Mais Mendy, oui, voilà, il était à c'est Marseille Mendy. mais aussi. oui, Ouais. exactement. Bah, c'est Ouais, pour ça que c'est pas faux, On avait les trois à Marseille. On Bon, avait comme quoi, ça Steve, forme bien à Marseille, Simon. Ouais, comme quoi, ouais, d'une certaine manière. On va terminer cette émission d'Inside Foot en parlant, justement, on revenait sur le cas Areola et je veux m'attarder sur le club de la capitale française qui est le Paris Saint-Germain. Paris essaye de rêver toujours beaucoup plus grand en Ligue des Champions. Bon, aujourd'hui, on le voit pas trop parce qu'on s'arrête au niveau des huitièmes de finale, voire des quarts de finale. Est-ce que Paris a les moyens cette saison ou même pour les années à venir de remporter cette fameuse coupe aux grandes oreilles, selon vous, Monsieur Passy? On le souhaite tous. Ouais. Ça fait longtemps qu'en France, on n'a pas gagné Bien sûr. de Champions League. Trop longtemps. Trop longtemps. Et puis, on n'en a gagné qu'une. C'est ça aussi. C'est pour ça que... Ensuite, la Champions League, c'est de l'expérience. Et je dirais que le plus dommage pour Paris, en voyant les joueurs qu'ils ont achetés depuis les 3-4 années, c'est de ne pas avoir conservé Laurent Blanc. Et de lui avoir lui permis parce que l'équipe de Laurent Blanc jouait très bien au football. Magnifique. C'est une équipe qui aurait peut-être mérité même de passer les quarts de finale à un moment donné. Ouais. Ça s'est pas fait parce que le foot reste le football. 1 plus 1 ne font pas 2. Et Très ça vite. leur aurait permis peut-être d'avoir un peu plus d'expérience 3 ans plus tard et de postuler pour gagner la Champions League. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, mais par contre, à Paris, il y a 6 attaquants de très haut niveau, il y a des joueurs de très haut niveau dans toutes les parties du terrain, donc on peut essayer de continuer à rêver, mais il faut savoir que l'année dernière, Madrid, c'est pas Madrid l'année dernière, mais l'année d'avant, Madrid a gagné la Champions League à l'expérience. Parce que quand on voyait les joueurs sur le terrain, je les ai suivis, moi, à partir du mois de novembre, je faisais des rapports sur cette équipe et tout, et c'était compliqué. Le championnat était très compliqué, toute la saison était très compliquée, mais à l'expérience, ils sont allés gagner la Champions League. Ouais. Donc, quelque part, peut-être qu'à Paris, il leur manque
un petit peu d'expérience. Justement, les expériences de votre voisin juste à côté Oui. connaît si bien l'Espagne, hein, notamment Compostelle, mais sans oublier le Real Madrid, Juan Le José. Real Madrid, parce qu'effectivement, je disais, vous avez joué quand même 4 ans en Espagne, à Compostelle, à un moment donné. Je suis parti avant la loi Bosman. Avant la loi Ça, Bosman, ça, ça c'est c'est important. Ça, c'est Donc important. vous occupiez une place d'étranger Exactement. là-bas. À Compostelle, donc vous connaissez bien le jeu espagnol, vous avez joué en France, vous avez joué en Angleterre. Quelles sont les grosses différences que vous avez retrouvées entre ces 3 championnats? On dit toujours que la France est peut-être pas au même niveau que les 2 autres championnats. Alors je dirais que la France n'était pas au même niveau et n'est peut-être pas au niveau technique. Le toucher de balle des joueurs espagnols, ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait faire rentrer dans la formation. Alors je ne sais pas si c'est possible, mais en Espagne les joueurs démarrent pour du football en salle, même en Amérique Au du Brésil Sud. aussi, Voilà. beaucoup. Avec des petits ballons comme ça, ils ont tous une qualité de pied qui est extraordinaire. Donc au niveau technique, je dirais que la France n'est peut-être pas au niveau technique, mais par contre elle est presque au niveau physique anglais. D'accord, elle a peut-être un meilleur niveau technique, même si les Anglais aujourd'hui ils achètent tellement à l'étranger qu'ils ont aussi cette qualité. Mais je dirais que il est un petit peu entre les deux. Mais en même temps, c'est très dur de jouer en France. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger, beaucoup d'entraîneurs qui viennent de l'étranger qui se cassent la gueule en France. Parce que c'est pas simple, parce qu'en France, on a un jeu très tactique. D'accord, où les espaces sont très réduits. C'est très physique aussi. Exactement. Et donc c'est très très dur de jouer en France. Je me rappelle le petit Silva qui venait de Real Madrid, qui était un beau joueur, qui est techniquement très fort. Et il y en a un autre qui est passé par Lyon, j'ai plus son nom, qui est à l'Espagnol maintenant. Darder. Darder, Darder, Sergio voilà. ouais. C'est des joueurs qui n'ont pas réussi en France, alors que Et techniquement il ils étaient excelle à très forts. l'espagnol, Sergio Darder. Même si là, le début de saison à est Lyon, compliqué. à Lyon, il a quand même pu apporter comme sa patte. Bon, parce que Lyon favorisait quand même un peu S'il est le vite jeu. parti, c'est qu'il n'a pas fonctionné. D'accord, un étranger, Lisandro Lopez, on se rappelle le nombre d'années qu'il a joué. Je veux dire, Darder, il a joué une saison et demie, je crois. Et puis après, il est parti sur l'Espagnol de Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il s'adaptait pas au rythme du jeu. D'accord. Alors, on a moins de rythme qu'en Angleterre, parce qu'on voit par exemple Ndombele qui tarde à s'imposer vraiment, mais il va s'imposer. Mais par contre, on a un rythme de jeu supérieur à l'Espagne, où les joueurs comme ça, qui sont pas très rapides, qui surtout dans l'exécution, ont du mal. Entre 94, vous arrivez en Espagne, et 99, au moment où vous partez, vous avez joué face à Zamorano, Butragueño, Laudrup, Koeman, Stoichkov, Prosinski, Figo, Rivaldo, Ronaldo, Romario. Pléiade de stars, quoi. Alors, quels sont ces joueurs qui vous ont fait peut-être souffrir un peu trop, ou quels sont ceux qui vous ont vraiment sur le terrain ébloui par leur qualité, sachant que tous ont une énorme qualité? Alors, le seul que je peux mettre au-dessus de tout le monde, ça a été Ronaldo, parce qu'à l'époque où Ronaldo était à Barcelone, c'était juste extraordinaire. D'ailleurs, il y a juste à voir le but qu'il marque contre Compostela. C'est ce que j'allais dire, c'est contre Compostelle ou contre Celta, celui où il parle Compostelle. Voilà, il était puissant, il était rapide, il était technique, il était buteur. Et par contre, des joueurs comme Laudrup que j'ai marqué, puisqu'à l'époque, le numéro 6 marquait toujours le numéro 10, c'était juste extraordinaire, une qualité de pied, une intelligence. Alors lui, peu de rythme de jeu, pas trop rapide, mais alors quelle qualité extraordinaire. Incroyable. Et puis Romario dans la surface, à une seconde il se retournait, il allait marquer. C'est rapide. Stoichkov, Koeman, la qualité de pied sur les transversales. Non, mais tous sont des joueurs extraordinaires. Et puis il y en avait plein d'autres, parce que je me rappelle de Piojo Lopez. Piojo Lopez qui était à Valence. Qui était à Valence, qui était juste extraordinaire. Souker, Mijatovic. Et vous avez joué Laurent Blanc et Carambeu qui étaient aussi au championnat espagnol à ce Aussi, moment-là. Real Madrid et au Barcelone. Aussi, c'est vrai. Gaëtan Huard à Hercules. Dutreuel, Dutreuel à Celta. Wedek à Celta aussi. Oui. Mais pourquoi autant de Français justement? Et notamment en Galice. Mais c'est vrai, il y a une tradition depuis les années 90 où beaucoup de joueurs français ont atterri dans le championnat espagnol. Différents clubs. Quand je suis arrivé en Espagne, ça faisait
30 ans qu'il n'y avait pas un joueur français. Il était passé juste à l'Atlético de Madrid. Lucien Muller, non? Après Lucien Muller, c'était... Lucien Muller, c'était le Barça. Il y en a eu un à l'Atlético? Non, à l'Atlético, c'est le joueur qui avait joué à Bastia. Alors, il me reste La Cuesta Papi et... Parce que vous avez fait venir quand même des joueurs. Ouais. Jean-François Larios. Jeff pardon. Hernandez, vous l'avez fait venir. Exactement. Jean-François Larios, entre Jean-François Larios et moi, il y a 25 ans. Et puis après moi, il y a eu beaucoup de Français. Vous avez fait venir notamment Jeff Hernandez, Hernandez, le papa de Théo et de Lucas. Voilà. Vous l'avez fait venir jouer, vous l'avez fait venir jouer en Espagne. S'ils sont espagnols, c'est Grâce à vous. Achille, on va enchaîner pour terminer ce numéro d'Inside Foot Alors, avec toi et Simon. Là, on parle d'expérience avec tout ce qui a pu, tous les joueurs que vous avez pu côtoyer et autres. On sait aussi également que votre frère aussi est ancien footballeur professionnel. Il y a le fils. Il y a le petit, Il y a le petit Brian qui joue en Ligue 2 à Chamois-Nortais. Ouais, c'est ça. Quels sont les conseils prodigués au quotidien? En fait, j'essaie, enfin pas au quotidien, non. Pas au quotidien, non. Mais parfois, enfin, je vois quand même tous ces matchs. J'essaie d'éliminer ce qui est vraiment à éliminer. Superflu. Mais en même temps, il a un entraîneur. D'accord, et c'est son entraîneur qui le dirige plus que moi, jusqu'à ce qu'il soit professionnel déjà. Bon, pour moi, c'est tant qu'on n'est pas professionnel, qu'on ne fait pas sa carrière, ça reste du jeu. Il faut profiter, il faut s'amuser. Mais après, oui, des fois, il y a des choses quand je les regarde, je me dis bon, ça, faut pas faire, quoi. C'est pas bon pour toi, ni pour ton équipe. Mais après, bon, il faut qu'il fasse sa propre expérience à travers des matchs et puis qu'il grandisse tranquillement. On termine avec toi, Simon. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand vous avez parlé de la méthode Bielsa, pour revenir sur la formation, le côté technique et même le professionnalisme, c'est d'avoir dit que sa méthode n'est pas forcément adaptée à des joueurs français. Pourquoi ? Parce qu'on est un peuple qui avons fait la révolution. Et quand ça ne nous plaît pas, on le dit. On coupe des têtes. Non, mais déjà, si j'ai vraiment une différence entre le foot français et ce que j'ai vécu en Espagne ou en Angleterre, c'est que le mystère, c'est le mystère en Espagne, le gaffeur, c'est le gaffeur en Angleterre. D'accord, s'il dit quelque chose, on le fait. En France, c'est pas tout le temps. Pas toujours suivi. C'est pas tout le temps. C'est ça. En Corée du Sud, où j'avais eu une conversation avec Mathias Coureur, qui est un joueur français. Mathias, Mathias, que j'avais déjà vu sur assez en âme, et qui me parlait de cette différence, lui qui l'a choqué notamment avec la culture coréenne, où là c'est presque militaire. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes qui sont encore à cirer les chaussures des anciens, et l'entraîneur arrive quand il dit quelque chose. Alors, il y en a pas un qui lève le petit doigt, hein. C'est comme on dit le doigt sur la couture. Là, c'est non, tu ne mouftes pas. Je me souviens d'une anecdote, je vais essayer d'aller vite. Bien sûr. À Bolton, avec Sam Allardyce, qui me dit tu rentres, tu marques ce joueur. Et le joueur que je marquais, il courait, il allait se mettre à côté du latéral, donc je me retrouvais à côté du latéral. Et donc une fois, deux fois. Par contre, le latéral de chez eux, qui n'était pas pris bien sûr, arrivé jusqu'au milieu de terrain, il nous envoyait un ballon directement dans la surface. D'accord ? Et à un moment donné, je dis à mon latéral, je dis écoute, puisqu'il fait toujours la même chose, en fait, son travail à lui, c'est de m'amener à côté de toi. Donc tu le prends au moment où il s'en va, et moi je vais aller presser le joueur pour qu'il évite de nous mettre les ballons dans la surface. Je le fais. Il arrive quand même à dégager dans la surface, le ballon revient, il repart, il revient, il repart, but. Et le lendemain, l'entraîneur me convoque. Et je lui dis, il me dit, ouais, tu comprends, je t'avais dit de marquer et tout. Je dis, ouais, attends, Sam, tu es bien gentil, mais si ce mec-là, on l'avait pressé plus haut, les ballons, ils venaient pas dans la surface, on n'était pas en difficulté et on n'avait pas de problème. Non, mais je t'avais dit de marquer. Mais enfin, pour moi, c'est incompréhensible en tant que joueur de ne pas régler le problème sur le terrain et tout. Et à la fin, il me dit, écoute, tu as raison, mais je t'avais dit de marquer le joueur. Donc, la ligne, ça s'arrête là. C'est comme ça. Donc tu as tort. Monsieur Passy, l'équipe dans laquelle vous aurez le plus aimé jouer, toute génération confondue. Le PSG. Hein? Non, vraiment, pourquoi pas le PSG, je sais pas. Non, le Barça, le Madrid. Football Une espagnol. génération. Le Milan de Saki. Le Milan de Saki, oui, avec Van Basten, Rijkaard, Gullit, Je suis tombé amoureux du Milan, j'avais 20 ans, la finale, c'était à Barcelone d'ailleurs. C'était Milan, Bucarest, c'est ça?
Donc, Ouais, c'est ça. voilà, je tombais amoureux du Milan à ce moment-là. Ouais, Non, mais bon, des équipes, il y en a plein. il y en avait plein. Les générations ne se ressemblent pas, hein. Génération peut-être la vôtre, Non, mais à par celle contre, d'aujourd'hui. ce qu'on fait comme constat, c'est que Ouais. le foot, on dit, ouais, non, lui, il a fait cette évolution. Oui, il y a des petites évolutions, mais ça reste la même chose. Ouais. Et quand on sait que 3 buts sur 5 sont le fait du hasard, on se pose beaucoup de questions pour qu'après, le ballon, il rentre ou il rentre pas. En tout cas, restez comme vous l'êtes, parce que vous êtes une magnifique personne, monsieur Passy. Vraiment Merci. ravi d'avoir fait cette émission qui est Inside Foot en compagnie de Franck Passy, on le rappelle, joueur professionnel et aussi entraîneur de magnifiques clubs. Je remercie aussi les consultants Juan Trocé Dorado, Simon Balachef et Achille de m'avoir accompagné, ainsi qu'à la réalisation avec Yanis et Nicolas Bornet. Un nouveau numéro d'Inside Foot très prochainement. À très vite.